Je vais commencer cette vidéo par une petite histoire. La semaine dernière, nous avons travaillé sur le déploiement d'une application qui, malheureusement et comme vous vous en doutez, n'a pas fonctionné. Et lorsqu'on a dit au développeur que ça ne marchait pas, il nous a dit « It is working on my own machine », c'est-à-dire « ça fonctionne sur mon poste ». Et en effet, on est allé sur son poste et ça fonctionnait comme prévu. Sauf que lorsqu'on déployait son application dans le cloud, ça ne marchait pas. À cause de deux choses, les amis. Deux choses. J'ai intitulé cette vidéo « Les devs sont des ops » parce que je pense en effet qu'il y a pas mal de concepts que les développeurs devraient être au fait afin de réaliser de meilleures applications. Et je vais vous expliquer dans cette vidéo quelles sont les deux erreurs qui sont commises par 99% des développeurs lorsqu'ils sont en train d'architecturer leur application et quelles sont les erreurs qu'ils commettent à chaque fois et qui nous, les ops, nous posent énormément de problèmes en production. Mais avant, si c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les freelances à trouver de meilleures missions et les personnes en effet en CDI à se lancer en freelance. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à nous suivre sur différents réseaux sociaux, en l'occurrence LinkedIn, où chaque semaine on publie une formation gratuite. Nous allons donc débuter avec les use cases qui étaient le nôtre. Vous connaissez déjà ma méthode pédagogique, les amis. Le but, c'est d'expliquer la raison, en effet, du problème qu'on avait pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors, nous avions le développeur ici. Le développeur a produit son application, pas de souci. Il l'a livré sur le guide de l'entreprise et nous avons commencé les phases de déploiement. Sauf que les déploiements que nous réalisons sont dans le cloud, en l'occurrence AWS. Lorsque nous avons lancé le déploiement de l'application, vous devez comprendre, chers développeurs, que nous, lorsqu'on déploie en effet l'application, c'est pour que les personnes depuis l'extérieur puissent les consommer et que l'application soit en haute disponibilité. Ça veut dire que l'application, c'était un front-end qui consommait une BDD. Donc nous, forcément, ce qu'on va faire, c'est déployer au moins 2 VM, au moins 2 pour assurer la haute disponibilité. Voire plusieurs, mais je mets déjà 2. Ensuite, on a un back-end qui est en réalité une base de données sur laquelle l'application va stocker les informations qui doivent rester persistantes. Ensuite, pour qu'un utilisateur puisse interagir avec notre application, il ne va pas venir directement sur le serveur. Ça n'a pas de sens. Il aura en face de lui un load balancer qui va répartir la charge sur l'ensemble des serveurs. Donc lui, il vient là. Et là, on a le LB. Bien. Le premier problème qu'on avait, c'était le fait que seules les personnes qui sont sur l'application, donc sur la machine ici, peuvent consommer l'application qui y est déployée. Donc, le client nous dit, moi, je n'arrive pas à accéder à l'application sur le port qui a été donné. Mais lorsque nous, admin, on se connecte en SSH sur la machine et on fait des tests, on se rend compte qu'on arrive bien à atteindre l'application. Et en regardant attentivement ce qui se passait, on s'est rendu compte que nos chers amis développeurs, que l'on affectionne beaucoup, parce que sans les développeurs, il n'y a rien. Attention, j'aime taper sur eux parce que, bon, voilà, je veux qu'ils s'améliorent. Mais globalement, le premier problème qu'on avait, c'était le problème de localhost. Les amis, vous ne pouvez pas développer une solution et coder partout en localhost. Généralement, les développeurs codent en localhost parce qu'ils travaillent essentiellement sur leur machine. Et sur leur machine, ils ont l'application et la BDD. Ça veut dire que, pour l'écoute du démon de l'application, ils écoutent sur du localhost. Et pour attaquer la BDD, ils pointent également sur du localhost. Ça veut dire que l'application n'écoute pas à l'extérieur. Ça, c'est un gros problème. Et pour atteindre la BDD, l'application cherche la BDD sur le localhost. Il y a trop d'applications qui sont codées avec ces paradigmes-là. Développeurs, arrêtez s'il vous plaît. L'astuce que moi je donne aux développeurs que j'encadre, c'est de définir généralement des variables d'environnement.
Vous pouvez définir des variables d'environnement où la valeur par défaut, c'est par exemple 127.0.0.1 ou localhost. Et laissez maintenant aux ops, lorsqu'ils déploient l'application, de redéfinir cette variable-là en mettant en effet sur quelles interfaces l'application doit écouter. Est-ce que ce sera du 0.0.0.0? Laissez-nous mettre en effet cela. Parce que l'application doit écouter sur toutes ces interfaces, donc les requêtes également qui viendraient de l'extérieur. Donc première chose, évitez les amis de nous mettre du localhost dans tout le code. Des fois on est obligé de faire un sed et de changer en effet les IP par autre chose, mais c'est pas très pratique, c'est pas très beau, c'est pas bon. Donc le deuxième problème qu'on avait, lorsqu'on l'a résolu en effet le premier, le deuxième problème qu'on a eu, c'était le suivant. Lorsque l'utilisateur se connectait, il était par exemple renvoyé ici, on lui demandait de se loguer. Sauf que lorsqu'il se log à l'interface avec donc le login et le password, on lui redemande encore de se loguer. On lui demandait de se loguer en boucle. On lui demande de se loguer en boucle. Pourquoi? Après analyse, je me suis rendu compte que lorsqu'il se loguait en effet sur cette machine, donc il recevait un token. Sauf que ce token-là, quand il essayait maintenant d'accéder à l'URL même de l'application, le load balancer le renvoyait sur le deuxième. Et lui, il lui disait, je ne connais pas ce token que tu me présentes, je ne te l'ai jamais donné, c'est pas moi qui l'ai donné. Le load balancer, lui, il fait simplement en effet du round robin, il s'en fout, voilà, il s'en fout de savoir ce qui se passe. Donc là, on a eu un gros souci qui était lié au fait qu'il n'y a pas de sauvegarde de session partagée entre les deux machines. Il n'y a pas une sauvegarde de session pour que les deux, en effet, puissent partager la même information. Ils ne l'ont pas stocké sur la BDD et ils n'ont pas prévu un partage ou un share. Donc, ils n'ont pas réfléchi, en fait, à une sorte de haute disponibilité. On ne demande pas aux devs de penser à cela, mais au moins de poser la question à l'architecte, parce que c'est le rôle de l'architecte applicatif de proposer quelque chose dans ce sens, parce qu'il doit savoir quelles sont nos problématiques de production. Du coup, comment est-ce qu'on a fait pour gérer cela? Parce qu'en attendant que les développeurs nous livrent une V2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié en fait le load balancer pour qu'il garde en fait les sessions. Sur AWS, c'est ce qu'on appelle par exemple le sticky session. Ainsi, à chaque fois que cette personne-ci va interroger le load balancer, il sera toujours envoyé ici. Ainsi, sa clé de session ou son token sera toujours valide sur ce serveur-là. Et c'est pour ça que moi, je prends le temps, lorsque j'ai les développeurs, à les former en Ops. Et quand un bon développeur est aussi doué en Ops, il est même plus fort que les Ops sur ces thématiques-là. Je vous assure, j'ai vu des développeurs qui me faisaient des choses dont moi-même je n'étais même pas capable. Parce qu'en effet, ils connaissent maintenant les choses de bout en bout. Il sait ce que l'Ops attend. Et comme il sait ce que l'Ops attend, il sait donc comment le préparer au niveau de l'application. Et c'est tellement plus intéressant de travailler avec ce genre de développeurs. Et vous allez souvent voir que les développeurs qui ont cette double compétence-là, c'est-à-dire qu'ils pensent aux opérationnels, pas forcément qu'ils font de l'Ops, mais ils pensent aux opérationnels et anticipent leurs besoins, alors ce sont souvent des personnes qui ont un haut TGM et des TGM même beaucoup plus hauts que les Ops du même nombre d'années d'expérience. Parce qu'en effet, ils nous facilitent énormément la tâche et on les trouve assez rarement. Ces devs qui sont capables de comprendre ces problématiques. Nous, on a été bloqué par rapport à ces deux choses. Donc, première chose, le localhost et deuxième chose, la clé de session. Et lorsqu'on a donc su résoudre cette problématique de production, parce que les Ops gèrent les problèmes en effet de production, l'application fonctionnait à nouveau de façon très merveilleuse. Moi, on aurait pu économiser 1-2 semaines de travail à débugger et essayer de comprendre cela si les devs avaient pensé à cette problématique. Donc, chers amis développeurs, et que je précise encore que j'affectionne énormément, pensez à ces aspects-là. Ce ne sont pas les seuls aspects. Au fur et à mesure que je verrai ce qui se fait sur le terrain, je viendrai vous faire des vidéos. Donc, si vous appréciez ce genre de vidéos de retour d'expérience, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour que j'en fasse encore énormément parce que chaque jour, on est confronté à pas mal de difficultés et par le passé, je ne pensais pas à remonter cela directement via des vidéos. Et partagez-les également à vos collègues développeurs pour qu'ils puissent en effet prendre cela en compte dans le design de leur application.
Parce qu'on a souvent du mal à scaler les applications en entreprise à cause de trop de développeurs qui ne pensent pas à cette étape dans le design. Il faut upgrade. Il faut aller au niveau au-dessus. Et si cette vidéo, vous l'avez jugée utile et intéressante, n'hésitez pas à nous laisser un like et également à nous laisser votre appréciation en commentaire. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné, et je vous dis à très bientôt sur Easy Training.